Donc, on va commencer par quelque chose qui est important pour le métier de pharmacien, c'est la convention. La convention, c'est ce qui va définir l'évolution du métier dans le temps, dans les 5 années qui viennent, et qui va poser les bases de l'évolution de ce métier. Si on regarde un petit peu, on fait un léger retour en arrière, promis, je ne vous le fais pas longtemps parce que je sais que vous n'aimez pas forcément ça, mais c'est important de comprendre. Quand l'avenant numéro 11 a été signé en 2017, on a complètement réformé le modèle économique de la pharmacie pour quitter le camp du commerce vers le camp du professionnel de santé. On a basculé des honoraires, on a basculé de la marge à la boîte vers des honoraires, vers un acte intellectuel. Ça a pour but, ça a eu pour but de stabiliser l'économie dans un premier temps et de la relancer dans un second temps, avec un abondement de l'assurance maladie qui a mis de l'argent sur la table. Dans le même temps et en parallèle, on a changé le métier en créant des nouvelles missions, en particulier la vaccination contre la grippe qui a été généralisée au cours de ce quinquennat de conventionnel. Tout ça, ça a eu pour but que, quand la crise sanitaire de la Covid est arrivée, le réseau était prêt pour l'assumer. On ne savait pas que ça allait arriver. Hein. On n'était pas dans la peau du pangolin quand il a donné son virus à l'humanité. Mais réellement, on était prêt. Le réseau était prêt et il a pu assumer. Et il a pu assumer les nouvelles missions qu'étaient les TROD, parce qu'il s'était déjà habitué à en faire avec le TROD Angine. Et puis la vaccination Covid, que nous réclamions à l'USPO depuis le début de la crise, parce qu'on s'est déjà habitué à vacciner avec la grippe. Donc tout ça, ça a fait que le réseau était prêt. Le début des négociations conventionnelles a été fixé au 10 novembre avec une première réunion où l'ouverture de ces négociations a été posée avec l'assurance maladie, l'UNOCAM, donc le régime obligatoire complémentaire, et les deux syndicats. Il y a un mot, si on devait qualifier cette nouvelle convention, il y aurait un mot à utiliser, ce serait ambitieuse. Ambitieuse, ça a été un mot qui a été utilisé par le ministre dans sa lettre de cadrage, qui a été utilisée et reprise aussi par le directeur général de l'assurance maladie lors de différents entretiens, et puis aussi par les syndicats que nous voulons. Nous voulons une convention ambitieuse pour notre profession parce que nous voulons le mieux pour la profession. Cette construction de la nouvelle convention pharmaceutique va définir l'évolution économique et l'évolution métier de la pharmacie pour les 5 prochaines années. Donc, c'est là où on se veut d'être ambitieux. Mais on se veut aussi d'être ambitieux dans le timing, parce que si nous ne signons pas rapidement la convention, et quand je dis rapidement, c'est fin janvier, début février, pardon, on sait qu'après, la convention ne sera plus signée, parce qu'on va rentrer dans la période pré-élection présidentielle, et que du coup, aucun gouvernement ne signera quoi que ce soit dans les 3-4 mois qui précèdent l'élection, et ce sera reporté après l'élection, donc avec peut-être un nouveau président, avec peut-être un nouveau ministre. Et ça, c'est pas ce que nous voulons. Quand nous avons rencontré Olivier Véran à l'USPO, nous lui avons bien dit que ce que nous souhaitions, c'était signer la convention avec lui. Pourquoi signer la convention avec lui? Parce que nous avons traversé cette crise avec lui, nous avons construit les choses avec lui, nous avons appliqué ce qu'il demandait que l'on fasse, et la pharmacie, avec un grand P, s'est beaucoup mobilisée, s'est beaucoup fait mal, parce que ça a dû déséquilibrer les équipes, déstructurer les équipes, et faire des choses qui ont été quand même compliquées durant ces 2 ans, et ça n'a pas été 3 mois, ça a été 2 ans. Donc nous lui avons dit à l'USPO qu'on aimerait bien que ce soit lui qui signe cette convention comme une reconnaissance de tout ce que nous avons fait pour la France et pour la population française. C'est essentiel que vous participiez à cette construction. La construction du métier, elle se fait avec vous, elle se fait pour vous. Il y a deux façons de faire. Premièrement, vous savez que j'ai commencé un tour de France où je vais voir des régions. Donnez-nous des idées. Ça a déjà été fait, en particulier dans une région qui est le Grand Est, où on nous a apporté des idées et où on a essayé de traduire ces idées dans la convention. Certaines sont en train d'être prises. Et puis, lors de ces réunions-là, moi, je vous explique ce que va être la convention et vous, dites-moi ce que vous voulez pour voir comment on peut l'intégrer, comment on peut faire remonter ça, parce que c'est votre convention avant tout. Deuxièmement, et c'est la première fois que ça se passe, la CNAM fait une enquête. Allez-y, répondez. Et soyez ambitieux, vous aussi, pour votre profession. Le fait d'y répondre montre à l'assurance maladie que ce ne sont pas des lubies de quelques personnes qui sont à Paris au syndicat et qui ont l'habitude d'entendre, mais que c'est vraiment toute la profession qui ont envie de cette mobilisation et de cette ambition pour notre profession. Comme je vous l'ai dit, la lettre de cadrage qui a été rédigée par le ministre va définir le contour de la convention et donne les grandes lignes, le cadre dans lequel l'assurance maladie doit s'inscrire pour mettre en place cette convention avec nous. Elle reprend les idées principales de l'USPO. Donc celles que nous avons développées pendant les élections URPS, qui ont été affinées et poussées un peu plus, ça reprend ces idées-là.
L'objectif, c'est ce que je vous disais, c'est que la négociation soit signée au plus tard début février, pour qu'elle soit signée avec Olivier Véran, et pas que ça reporte, parce que sinon, on va mettre en panne la, la convention et on va mettre en panne l'évolution métier durant 6, 8 mois, un an. Et ça, on ne peut pas se le permettre. Il faut toujours qu'on avance. C'est important d'aller vite parce que, comme je vous l'ai dit, depuis juillet, nous sommes en pause à cause de la dénonciation de la tacite reconduction qui a été signée par la FSPF. Donc, tout ça a eu comme conséquence de geler les évolutions conventionnelles, y compris des évolutions qui auraient pu être déjà faites et signées rapidement, comme le dépistage du cancer colorectal, comme la dispensation à domicile, où on avait beaucoup travaillé dessus et c'était bien avancé. Et puis une autre qui est quand même importante pour la profession, c'est la ROSP générique, qui, du fait de la non-signature, n'aura pas lieu en 2021. Donc pour 2021, payé mars-avril 2022, il n'y aura pas de ROSP générique cette année. Aucune avancée conventionnelle n'est possible depuis que la FSPF s'est opposée à la tacite reconduction. Ça a mis la convention en pause et donc notre profession en pause. La convention devra inscrire des éléments plus ambitieux pour les 5 prochaines années, sans pour autant tout développer. C'est-à-dire que au mois de février, on n'aura pas pu tout écrire, c'est clair, c'est trop dense. Mais c'est pas grave, on va écrire tout ce qu'on peut écrire, et puis après on va écrire des intentions pour continuer d'animer notre vie conventionnelle pendant les 5 années qui viennent. Ce qui est important et ce qui a été fait en 2017 avec l'avenant numéro 11, c'est que cette convention, elle doit bénéficier à toutes les officines et pas de perdants. Il faut impérativement, et ça c'est le but du travail que l'on fait avec AECUVIA par exemple au niveau économique et puis après au niveau métier entre nous, c'est de proposer un modèle économique qui va faire que tout le monde va gagner, en tout cas une immense majorité. Et nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait la clause de revoyure, comme il y a eu, non pas de revoyure, enfin la clause qui fait qu'aucune pharmacie ne peut être perdante. De sauvegarde. De sauvegarde, merci. Aucune pharmacie ne peut être perdante et que si à cause du changement du mode de rémunération, une pharmacie, à cause du changement du mode de rémunération, hein, pas parce que la pharmacie a perdu 3 médecins à côté de chez elle, si à cause du changement du mode de rémunération, la pharmacie perd de la rentabilité, de la marge, l'assurance maladie devra compenser. C'est ce que nous avons redemandé. Nous défendons une convention ambitieuse, tant sur le plan économique que sur le plan métier. Sur le plan économique, c'est pas compliqué. La réforme économique engagée par l'USPO avait pour but de désensibiliser de la rémunération, les baisses de prix et les baisses de volume. Et le ministre, dans sa lettre cadrage, dit il faut continuer cette désensibilisation, c'est important. Donc ça va être quoi, cette désensibilisation? Ça va être regarder ce qui tire la rémunération du réseau vers le bas pour transformer et renforcer les honoraires qui, eux, nous permettent sont plutôt positifs et ont une croissance dynamique et nous permettent d'asseoir la rémunération de façon à améliorer encore la rémunération et encore la stabiliser un peu plus. Aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'on s'était désensibilisé des baisses de prix, les baisses de volume, c'est encore pas fait et c'est là-dessus qu'il faut mettre le doigt. Pour ce qui est de la rémunération, il y a bien évidemment d'autres axes, comme la rémunération pour la substitution des biosimilaires. Ça a été inscrit aussi dans la lettre de cadrage, inscrit au PLFSS. Et là, vous savez que la position de l'USPO, elle est claire, c'est une rémunération pour l'acte de suivi du patient, l'acte de prise en charge du patient, de son traitement, et puis après du suivi du patient tout au long de la vie du patient avec son traitement. Quand vous allez avoir un patient qui va utiliser un stylo, ben, il va falloir vérifier qu'il l'utilise bien. Quand vous avez un patient qui a des problèmes de vue, ben, il ne faudra peut-être pas forcément utiliser le même stylo de biosimilaire de la Lantus que quelqu'un qui a des problèmes de mobilité avec ses mains. Et voilà. Donc, il va falloir prendre en charge le patient et l'accompagner durant tout son traitement. Une autre voie aussi qui est importante, c'est la mesure économique, des mesures économiques spécifiques pour les grands conditionnements. Là, je dis, moi, j'en ai marre que les grands conditionnements soient pilotés par l'industrie pharmaceutique. C'est pas à l'industrie pharmaceutique de me dire, pour ce traitement-là, vous pouvez donner 3 mois à votre patient. C'est à moi, parce que mon patient est équilibré, de dire, je donne pour 3 mois de traitement à mon patient. Et pas seulement des boîtes qui sont juste 3 plaquettes dans un bout de carton avec une seule notice. C'est pas ça. Ça peut être aussi 3 boîtes de Cardégique parce qu'il est équilibré. Mais c'est moi qui le décide et c'est pas l'industrie qui a à l'industrie de piloter ça. Bien sûr, si on met ça en place, il faut qu'on ait tous les honoraires qui soient gagnants pour nous. C'est-à-dire qu'on va délivrer une ordonnance
et donc on ne va pas délivrer 3 ordonnances, on n'aura pas 3 fois l'honoraire à l'ordonnance, 3 fois l'honoraire personnes âgées si c'est le cas, 3 fois l'honoraire médicaments spécifiques si c'est le cas. On perdra si on donne une seule ordonnance, si on dispense une seule ordonnance avec tous les médicaments. Le but, c'est que les honoraires suivent le conditionnement trimestriel ou la dispensation trimestrielle. Tout ce que nous avons eu comme mission durant la crise Covid doivent s'inscrire maintenant dans la Convention et dans le droit de tous les jours. Par exemple, toujours renforcer le rôle du pharmacien dans le système de la prévention. On s'est rendu compte, durant la crise Covid, que le principal effecteur de ville de la vaccination sont les pharmaciens. Je ne veux pas rentrer dans la vaccination, c'est Gilles qui en parlera tout à l'heure, mais on est le principal effecteur de vaccination. Eh bien, pour ça, pour cette raison, il faut qu'on ait le droit de faire tous les vaccins. Tous les vaccins, le calendrier vaccinal est très simple aujourd'hui. Hein, ce sont les rappels des vaccins classiques à 25, 45, 65 ans. C'est pas compliqué. Et on voit ces gens-là, souvent, quand ils se mettent un coup de serpe sur la main ou qu'ils sont blessés, qu'ils sont tombés, on les soigne. Et puis, quand on leur demande s'ils sont vaccinés, ils nous disent ah ben non. Ben, je dis, on dit il faut aller voir le médecin. Oui, oui. Ah, ils disent oui, ils sont pas méchants, hein, mais ils y vont pas. Si on les a sous la main et qu'ils sont en mesure et qu'ils veulent se faire vacciner, on peut le faire de suite. Bien sûr, il ne faudra pas oublier les vaccins du voyage, qui sont aussi que nous pourrions aussi avoir à faire. Et tout ce qui est parcours de prévention, le tabac. Donc le tabac, vous savez que c'était un sujet qui est important pour nous, que l'on a beaucoup poussé. On en parlera après dans le cadre du PLFSS. Le dépistage du risque cardiovasculaire, enfin tous les dépistages possibles, y compris tous les TROD. Aujourd'hui, quand on veut faire un TROD, on fait un TROD, puis un autre, parce qu'on a l'autorisation, après de multiples discussions, de multiples réunions, donc une grosse perte de temps. Ben là, il faut qu'on ait le droit de faire tous les TROD, le TROD HIV, le TROD cholestérol, le TROD de l'hépatite, le dépistage du diabète avec une glycémie capillaire qu'on ne peut pas faire en dehors de la semaine du diabète ou du mois du diabète, c'est pas normalement possible. Une prise de tension. Reprenez l'exemple de la vaccination Covid. Moi, quand je me suis fait vacciner dans mon CHU, l'observation pendant les 15 minutes, ça a été une prise de tension tout de suite après l'injection et une prise de tension 15 minutes après. Ce que j'ai refait dans mon officine quand je vaccinais, on a pris des tensions. Eh bien, on a découvert une dizaine de patients qui étaient à plus de 22 de tension. Donc, au départ, je me suis dit peut-être je leur avais fait un peu peur. Donc, on les a fait revenir le lendemain. C'était quelqu'un d'autre qui a pris la tension. Ils avaient toujours 22 de tension. Ils ont été suivis par leur médecin, envoyés chez le médecin. Ils sont rentrés dans un parcours de soins. Et aujourd'hui, c'est peut-être une dizaine d'AVC en moins. Peut-être. Eh bien, prendre la tension doit aussi faire partie des choses que nous pouvons faire, que nous devrions pouvoir faire. Il va falloir aussi renforcer l'accès aux soins en renforçant les dispensations sous protocole, comme ça a déjà été proposé, et des protocoles qui sont pas forcément liés à un exercice coordonné, mais qui peuvent être des protocoles nationaux qui s'appliquent à tout le monde pour que tous les patients puissent avoir accès à ces protocoles. Aussi, dispenser les médicaments issus de la réserve hospitalière, comme nous avons pu le faire durant la crise sanitaire. Ça a deux buts. Le premier objectif, c'est pour le patient, parce que quand il doit prendre un taxi pour faire 50 km pour aller à la PUI chercher son traitement, c'est compliqué. En tout cas, ça ne lui facilite pas la vie. Si c'est nous qui lui dispensons, c'est quand même beaucoup plus simple pour lui et ils nous le disent. Et l'autre chose qui est très importante aussi, c'est que le pharmacien d'officine, de ce fait, a une visu globale du traitement. Parce qu'il va pouvoir dispenser le traitement issu de la réserve hospitalière, pouvoir suivre le patient, être au courant de ce traitement, parce qu'autrement, il ne le sait la plupart du temps même pas, pouvoir regarder s'il n'y a pas d'effets secondaires les uns avec les autres, s'il n'y a pas d'interaction, et aussi pouvoir faire une étude en vie réelle et faire remonter éventuellement au pharmacien hospitalier les problèmes que le patient va rencontrer avec son traitement. Aussi sécuriser le bon usage du médicament avec de nouvelles interventions pharmaceutiques. Ça, il va falloir les développer. Je pense que le fait d'avoir développé en même temps la e-prescription va nous aider, mais il faut quand même qu'on y ait pensé quand même avant. Autre point qui va être inscrit dans cette convention, c'est accompagner les pharmaciens dans l'évolution du numérique. Ça va se faire nécessairement en lien avec les Ségur du numérique, sur lequel nous travaillons déjà avec le ministère. Ce sont des réunions très chronophages, c'est presque une réunion par semaine de travail avec le ministère, plus une réunion tous les 15 jours pour poser les choses, plus des réunions chez nous en interne pour préparer ces réunions. Donc vous imaginez bien que les personnes qui sont dans ces groupes sont très sollicitées et je les remercie vraiment de s'être impliquées dedans parce que c'est pour nous important. Ce qui ressort de cette évolution numérique, c'est que nos logiciels aujourd'hui
ne sont pas forcément avec une infrastructure adaptée à l'évolution métier. Quand je vous dis une infrastructure, c'est-à-dire que la structure du logiciel même est un peu en retard et du coup ne permet pas l'évolution métier. Nos logiciels sont des parfaits logiciels pour ce qui va être commande, suivi du tiers payant, mais par contre, quand il faut gérer un patient et voir comment faire pour lui proposer des entretiens, des bilans de médication, là c'est plus compliqué. Quand on a le logiciel ne sait pas, par exemple, envoyer directement sur SIDEP les résultats. Enfin, les résultats, non, il faut qu'on les saisisse, mais au moins remplir la grille avec le nom, prénom, etc. Ça se fait pas automatiquement, alors que d'autres logiciels, pour d'autres professions, peuvent le faire. Donc, il faut que ces logiciels évoluent et il faut que ces logiciels s'adaptent à nos évolutions métiers et non pas que nous nous adaptions au logiciel pour créer des pseudo-logiciels à côté pour pouvoir bosser avec eux. Notre logiciel doit être un outil nous permettant d'accompagner le patient. Et un dernier volet que l'assurance maladie a souhaité inscrire dans cette convention, c'est intégrer les enjeux écologiques dans la convention. Tout de suite, nous avons pensé à une chose, c'est la dispensation à l'unité, qui peut être un vecteur écologique. L'USPO était contre ça, en disant qu'on était très réservé contre la dispensation à l'unité. C'était plutôt la mauvaise réponse à une bonne question, qui peut être comment éviter l'antibiorésistance. Mais on sait aujourd'hui que l'antibiorésistance, elle est en immense majorité due au fait que le patient n'aille pas au bout de son traitement, pas au fait que le traitement ait été donné en trop grande quantité parce que le médecin n'avait pas suivi les recommandations de prescription. Là aussi, c'est quelque chose qu'il faut voir avec les industriels. Il faut que les industriels fabriquent des boîtes qui soient en fonction des recommandations. Si le comprimé doit être pris à 2 par jour pendant 6 jours, on fait des boîtes de 12 et pas des boîtes de 18, parce qu'il en restera forcément. Et il faut adapter ça aux recommandations. Et si les recommandations ont évolué par rapport à l'AMM, il faut que les industriels s'adaptent et recommencent et faire le job de façon à ce que nous dispensions une boîte qui soit la meilleure possible. Voilà, je pense que j'ai pas été exhaustif sur la convention parce que quand je vais venir vous voir, j'aimerais bien que vous soyez là. Si je vous dis tout maintenant, vous ne serez pas là et ça, c'est pas bien. Donc, si vous avez des questions, on y répondra. Sinon, j'y répondrai en direct chaque fois que je vous verrai en direct dans les départements, dans les régions dans lesquelles je vais me rendre. J'ai déjà une demande, Pierre, pour que tu viennes dans le centre. Il faut que tu viennes dans le centre. Y a-t-il une date prévue? Eh bien, il faut appeler. Si vous voulez organiser quelque chose, il faut vous appeliez l'USPO. En fonction du calendrier, on vous proposera des dates où je pourrai me rendre. S'il vous plaît, vous ne me demandez pas tous de venir la même semaine parce que c'est un peu compliqué. On va organiser ça dans le centre. Allons-y. J'ai quelques questions. Et à Paris, on me demande aussi. Pareil. Et dans l'Ouest aussi. Bon, ok. Un véritable succès. Quelques questions sur la e-prescription. On en avait parlé notamment dans le Ségur du numérique, mais ça peut être intéressant d'en parler dans le cadre de la convention aussi. À propos de la e-prescription, nous sommes parfois en difficulté face à ces ordonnances. Comment être certain que celles-ci ne soient pas présentées et dispensées plusieurs fois? Alors, la e-prescription telle qu'elle va être faite, c'est pas celle que vous connaissez aujourd'hui. C'est pas une prescription d'une plateforme Care, Zava ou je ne sais quoi. C'est pas ça la e-prescription. La e-prescription, c'est le médecin fait sa prescription. Il y a un QR code qui est imprimé sur l'ordonnance. La prescription est envoyée sur un serveur qui aujourd'hui est un serveur prévu, géré par l'assurance maladie, si je ne me trompe pas. Et le patient ressort avec son ordonnance et le QR code. Quand le patient vient à la pharmacie, le pharmacien flash le QR code, récupère la prescription et puis après fait son acte de dispensation, donc modifie ce qu'il y a modifié, parce que si c'est du générique Almus, j'ai rien contre Almus, mais c'est le premier de la liste alphabétique, donc c'est peut-être que celui-là que le médecin va choisir, et bien si vous voulez être du Zentiva, qui risque d'être le dernier de la liste alphabétique, il faut que vous puissiez le changer sans avoir à perdre de temps pour expliquer pourquoi. Par contre, si le médecin a marqué de l'insuline à raison de 1 flacon matin, midi et soir, et que vous dites non, c'est pas un flacon, c'est 3 unités matin, midi et soir, ou 3 unités le matin, etc., là, vous allez changer la posologie et le fait de changer cette posologie doit être implémenté dans le logiciel qui va retourner à l'assurance maladie. Et du coup, ça va faire une intervention pharmaceutique. Ça, c'est l'e-prescription. Et pour répondre à votre question, dès lors que vous aurez flashé le QR code, la prescription sera grillée. Il ne pourra plus la réutiliser. Donc,
La e-prescription est une réponse à une utilisation massive d'une ordonnance qui, je vous le concède, quand une plateforme envoie une prescription par messagerie non sécurisée à un patient, il peut bien l'imprimer 25 fois et puis aller dans 25 pharmacies différentes la chercher. Là, ce sera plus possible puisque le QR code dira que ça a déjà été délivré. Après, le fait que ce soit envoyé par messagerie sécurisée, ça, on a un autre souci aujourd'hui qui est un réel souci avec les prescripteurs qui vous envoient des ordonnances par téléphone, par mail, par messagerie non sécurisée, qui sont parfois pas difficilement lisibles. Ceci a été toléré pendant la crise parce qu'il fallait que l'on puisse aller vite. Et puis les médecins, vous savez, ont été beaucoup à faire des visios, enfin pas des visios, des consultations par téléphone. Et donc, il fallait pouvoir faire passer des ordonnances. Et maintenant, il va falloir qu'on essaye de voir comment le droit commun règle ça, parce qu'on ne peut pas continuer à travailler avec des ordonnances envoyées par smartphone, envoyées par messagerie, non sécurisées, enfin tout ça. Donc tout ça, effectivement, c'est le Ségur du numérique qui va essayer de le régler, et on compte beaucoup là-dessus pour pouvoir avancer dans ce volet numérique en le sécurisant au maximum. J'ai aussi pas mal de questions sur la coordination. Alors, notamment, suite à une CPR, je suis inquiète sur l'organisation de l'exercice coordonné. Il faut vraiment que l'usine à gaz qui se met en place soit rediscutée. C'est ce que nous faisons en demandant à ce que la coordination soit une coordination parfois plus simple entre un professionnel, entre deux professionnels et un patient. Ça peut exister, c'est ce qu'on appelle les équipes de soins primaires. Et puis, il ne faut pas oublier que la coordination, c'est pas les uns qui travaillent sous la dépendance des autres, c'est pas une subordination, la coordination. La coordination, c'est une collaboration des professionnels de santé autour du patient. Et ça, c'est important, et c'est ce que nous allons aussi veiller à ce qui se passe. Je peux rajouter un mot là-dessus parce que, vous savez, quand on parle de coordination, c'est toujours très compliqué parce qu'il y a ceux qui y croient et les prescrits en général y croient, c'est-à-dire les infirmiers et les pharmaciens, parce qu'on subit à un certain moment une désorganisation qui est liée aux prescripteurs. Et d'autres voient la coordination comme étant effectivement une subordination, voire un moyen de récupérer de l'argent en transférant le travail à d'autres. Donc, il y a parfois des discours un petit peu ambigus. Alors oui, les maisons de santé pluriprofessionnelles, c'est long, c'est compliqué, voilà, mais ça a permis déjà de montrer ce que la coordination, quand elle fonctionnait, était capable d'améliorer dans l'exercice de chacun. Les CPTS, c'est pareil. Oui, c'est une usine à gaz, sauf que derrière, il y a de l'argent, et c'est pas fait pour coordonner nos exercices, c'est fait pour avoir une photographie du territoire permettant de prioriser des actions pour permettre aux patients qui sont sur le territoire d'avoir une réponse adaptée aux besoins de ces patients, à la fois les personnes âgées, à la fois les sorties hospitalières, etc. Et puis, il y a ce que disait Pierre, c'est que nous, on plaide pour ce qu'on appelle les équipes de soins primaires, mais pas forcément organisées autour d'une association, mais organisées autour d'un besoin de patient. Vous avez un patient qui est en difficulté parce qu'il a un diabète et qui n'est pas stabilisé. On connaît son médecin, on connaît son pharmacien, on connaît son infirmier. Il faut que ces trois acteurs puissent, sans créer une association et prendre 6 mois en faisant des statuts, pouvoir s'organiser pour répondre à cette période difficile pour le patient et avoir des rémunérations spécifiques et une organisation spécifique. Et je pense qu'en ayant toute cette batterie d'outils mis à la disposition des professionnels, eh bien, on arrivera en fait à imposer la coordination comme étant le seul moyen de faire notre travail aujourd'hui et travailler de façon isolée et totalement inadaptée. Donc voilà, on met en place toute une série d'outils et on essaie de faire en sorte que ceux qui ont des discours ambigus perdent l'arbitrage au profit de ceux qui croient à un travail en commun. Et on sait que toutes les jeunes générations, notamment les jeunes générations de médecins, souhaitent travailler en coordination parce qu'ils voient eux très bien qu'on ne peut pas continuer à travailler de façon isolée. Sur la coordination toujours, qu'en est-il, et la convention, qu'en est-il des différentes ROS pour 2022 si on n'adhère pas à une CPTS? Est-ce que ça sera toujours maintenu? Pour l'instant, oui. Pour l'instant, c'est toujours maintenu. Mais on avait dit qu'on ferait un peu le bilan
parce que le Covid a beaucoup ralenti et malheureusement le Covid n'est pas terminé, on le voit bien. Et donc ça ralentit toutes les mises à disposition, etc. Et on dit aussi que s'il y a une profession qui ne retarde pas la coordination, c'est bien les pharmaciens. Et c'est pas parce que vous n'avez pas la chance d'avoir une CPTS, une MSP, une équipe de soins primaires, une SP CLAP dans votre secteur que vous devez être pénalisé. Donc, je pense que ça fera l'objet de discussions au cours de la convention, parce qu'on avait dit qu'on ferait la photographie, et en fonction de la photographie, eh bien, on verrait à quel moment ça s'applique, mais on ne peut pas pénaliser les pharmaciens parce que les autres ne veulent pas se coordonner. Que devient la demande de rémunération du pharmacien pour la dispensation à domicile des patients? Alors, c'est quelque chose qu'on a remis sur la table. Alors, le directeur n'avait pas compris ce qu'était la dispensation à domicile. Il pensait que c'était une livraison. Alors, c'est vrai que certains mots, parfois, ont été mal utilisés, mais la livraison, c'est pas la dispensation. La dispensation, c'est le fait d'envoyer un, un professionnel de santé habilité à dispenser, c'est-à-dire pharmacien, préparateur ou étudiant, au domicile du patient pour faire un acte de dispensation, mais qui soit à son domicile. Donc, c'est relancé. Ça faisait partie des choses sur lesquelles on avait bien avancé avant qu'il y ait la dénonciation de la tacite reconduction. Donc, moi, j'avais vraiment bon espoir d'y arriver vite. Maintenant, c'est vrai que tout est gelé, donc on remet ça sur le tapis. Honnêtement, voilà, on va recommencer, on va lui en reparler. C'est quelque chose auquel on tient, vous le savez, hein, c'est quelque chose qui est important pour nous. De même qu'une autre chose en termes de prise en charge des patients, qui est la préparation des doses administrées, est fondamentale. Il va falloir qu'on sorte du fait que, n'ayant pas les bonnes pratiques, on ne puisse pas le faire. En tout cas, ne pas se faire rémunérer parce qu'on le fait. Ça fait partie des axes qui sont importants et qu'on va pousser. Comptez sur nous pour, le porter encore et deux, revenir vers vous dès qu'on aura des avancées là-dessus. Est-ce qu'une réflexion sur l'organisation de nos gardes est envisagée pour cette nouvelle convention? Tout à fait, tout à fait. Tout à fait. En particulier sur la garde de grande nuit ou je sais pas comment on peut l'appeler, on a utilisé un autre mot, je sais plus Nuit comment. profonde. De nuit profonde. De nuit profonde, donc avec une revalorisation différente à ce moment-là. Une petite dernière. La différence entre l'avenant 21 et l'article 51 sur le traitement anticancéreux. Comment intégrer ce dispositif? Alors, si tu veux, je réponds bien. L'avenant 21, c'est le suivi dans le cadre conventionnel des patients sous anticoagulants oraux. Donc, avec des entretiens tels que vous le connaissez, ça représente à peu près 500 000 patients. Et vous savez à quel point c'est important, parce que bon, vous êtes confronté à des patients qui se retrouvent sous traitement, ils ont besoin de vous. Et il est important que le temps que vous allez consacrer à ces patients soit rémunéré, soit reconnu. C'est ça qu'on a fait dans la convention. Ensuite, l'article 51 qui a été, je dirais, comme par hasard, une initiative au moment où nous étions, nous, en train de conclure l'avenant sur les anticoagulants oraux, dont il y a eu une espèce de compétition avec certaines personnes, et notre convention pharmaceutique qui fait souvent beaucoup de jaloux. Anticancéreux. Anticancéreux, pardon, qui fait souvent beaucoup de jaloux. Et donc cette convention, cet avenant conventionnel, certains voulaient absolument avoir l'article 51 en même temps. Bon, donc les deux coexistent, les deux vont pouvoir continuer à exister, mais l'article 51 est plus axé sur la coordination et quels que soient les traitements, ça peut être des chimiothérapies orales, donc ça peut être des chimiothérapies à injection, mais voilà, donc de suivre les patients et d'avoir cette relation avec l'hôpital et puis la vie conventionnelle. D'ailleurs, l'assurance maladie a été très, très agacée de voir cet article 51 arriver au moment où on était en train de conclure. Ils n'ont pas du tout aimé cette manœuvre de la part de certaines personnes. Donc voilà, les deux vont coexister, on verra ce qui marche le mieux, mais nous, on est sur la vie conventionnelle et de façon prioritaire. Et sur les gardes, par rapport à ce que disait Pierre, oui, il y a la nuit profonde, effectivement, il faut regarder ce qui se passe puisque les médecins s'arrêtent à minuit. Mais bien évidemment, c'est la revalorisation des honoraires de garde
et la revalorisation de l'astreinte. On le fait tous les 5 ans. Il y a 5 ans, on a revalorisé l'astreinte, on n'a pas revalorisé les honoraires. Eh bien, là, on veut revaloriser les deux. On passe au sujet suivant. Ouais, voilà.